Notre équipe. Je souhaite la bienvenue au président, directeur général adjoint à l'OIT, qui est chargé des opérations sur le terrain et des partenariats, Monsieur Moussa Oumarou. And I'm going to invite Mr. Omar. Je vais demander à Monsieur Oumarou, veuillez vous installer, monsieur. Vous avez un rôle très important aujourd'hui puisque vous devez ouvrir le bal. Vous devez nous donner un aperçu de la protection sociale et de la stratégie de l'OIT avec l'ODD 1.3 et cette notion de protection sociale universelle. Veuillez vous installer, monsieur. Merci d'être là. Nous attendons avec impatience d'en savoir davantage. Monsieur Ivan Rico Lopez, qui est directeur international au ministère du Bien-être du Mexique. Bienvenue, monsieur. Merci d'être là. Monsieur Lopez, veuillez vous installer ici. Madame Cecilia Mbaka, qui dirige le secrétariat national de la protection sociale au Kenya. Merci d'être là, madame, si vous voulez bien l'applaudir. Merci, Madame Mbaka. Si vous voulez bien vous installer de l'autre côté, à la gauche de Monsieur Oumarou. Madame Francisca Jiménez, vice-présidente de la CASC de la République dominicaine et vice-présidente de la TUCA. Si vous voulez bien l'applaudir. Merci, Madame. Veuillez vous installer ici, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Madame Giovanna Priale, membre de la Confédération nationale des associations privées d'entreprises et présidente de l'Association des administrateurs de caisses de pension du Pérou. Merci, Madame, d'être parmi nous. Enfin, j'ai le grand plaisir d'inviter Madame Mirai Chatterjee, directrice de Self-Employed Women's Organization en Inde. Si vous voulez bien vous installer près de Madame Priale, merci. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous posions le contexte. Je vais demander à Monsieur Oumarou de poser le cadre de cette discussion. C'est vrai que des progrès sont enregistrés dans le monde. Nous avons eu des présentations. Mais la sécurité sociale comme droit de l'homme n'est toujours pas une réalité pour la plupart des personnes. Et les chiffres sont plutôt alarmants. 29% de la population mondiale a accès à un régime de sécurité sociale complet. 29%, ça n'est même pas un tiers de la population mondiale. Mais nous savons aussi que 45% de la population mondiale est couverte par une prestation de sécurité sociale. 55% de la population mondiale reste sans protection. Autrement dit, 4 milliards de personnes qui, aujourd'hui, doivent faire face aux risques qui peuvent se poser tout au long de la vie, sans protection aucune. Les intervenants qui sont avec nous cet après-midi vont nous dire quelles sont les difficultés auxquelles ils se sont heurtés lorsqu'ils veulent offrir cette protection à tous. Ils vont aussi nous dire quels sont les exemples de cas de réussite et comment on peut y parvenir. Ils vont aussi nous dire ce qu'il convient de faire si nous voulons combler les lacunes en matière de couverture de protection sociale, si nous voulons la protection sociale universelle d'ici à 2030. Monsieur Oumarou,
Si vous voulez bien nous donner le contexte, un aperçu de la situation de la protection sociale dans le monde. Si vous voulez bien nous exposer la stratégie en deux dimensions pour atteindre l'objectif 1.3. Je vous donne la parole, monsieur. So our microphones just take 2 to 3 seconds, and then you can go. Encore quelques instants. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de travail et d'employeurs, ainsi que les experts gouvernementaux qui sont dans cette salle, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, les universitaires, chercheurs, chers amis du système des Nations Unies, chers collègues. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous dans cette salle, de cette institution qui est l'Organisation internationale du travail, qui est une institution maintenant centenaire. Et ça fait aussi, belle coïncidence, 100 ans que nous célébrons donc la protection sociale à l'Organisation internationale du travail. 100 ans, c'est se poser la question quelle était la situation d'il y avait d'avant. Il n'y a pas beaucoup de centenaires dans cette salle ici, donc personne ne peut dire avoir été témoin de cette situation. Mais on peut dire qu'il y a 100 ans, en tout cas l'époque de nos parents ou de nos grands-parents pour certains, il n'y avait pas de protection sociale puisqu'il aura fallu attendre 1948 pour qu'on puisse en parler comme étant un droit humain. Et à l'époque, on peut dire que les êtres humains mouraient en général jeunes parce qu'ils n'avaient pas accès à la santé, ils ne bénéficiaient pas de retraite bien méritée et encore moins d'assurance chômage ou de congé maternité. Donc ce sont des avancées sociales. Just a second, please, apologies. Toutes mes excuses, monsieur. Serait-il possible de voir ce qu'il en est pour l'interprétation pour Madame Mbaka? Très rapidement, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de retard. Monsieur Oumarou, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je suis sûre que vous voulez que tout le monde suive votre exposé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais bien que je puisse être entendu par les amis qui sont dans cette salle. Donc, it's okay now? Okay, thank you. Yes, thank Donc, you, sir. je disais, à l'époque, ce qu'on avait connu avant que la question de la protection sociale ne soit évoquée et ne s'impose, que les gens ne bénéficiaient pas de soins de santé, ils ne bénéficiaient pas de retraite et encore moins d'assurance chômage ou de congé maternité. Mais quelles ont été les avancées depuis lors? Après les premières mesures prises dans un certain nombre de pays qui étaient des pays pionniers, le monde a vu les systèmes de protection sociale proliférer. Dans tous les pays du monde, on a vu se mettre en place des systèmes de protection sociale qui étaient d'importance ou de qualité inégale, bien entendu, en fonction des pays. Donc, je regarde mes notes. Donc, la mise en œuvre de ces systèmes de protection sociale à travers le monde faisait qu'aujourd'hui, à la date où on parle, que dans tous les pays du monde, il y a au moins une protection sociale légale qui est offerte aux citoyens de ces pays-là. Mais la question qu'on se pose, et qui est une grande question, et à laquelle il faudra répondre, c'est de savoir est-ce que cela signifie que tout le monde bénéficie aujourd'hui à la protection sociale. Madame la modératrice, vous avez déjà commencé à donner certains chiffres. Permettez-moi de les répéter et de les compléter. Non, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de protection sociale pour tout le monde et partout dans le monde. Le Bureau international du travail estime qu'à l'échelle mondiale, qu'une personne sur deux n'a aucune protection sociale. Plus précisément, nous savons aujourd'hui que 6 familles sur 10 n'ont pas d'allocation familiale. Plus de 7 demandeurs d'emploi sur 10 ne reçoivent pas d'allocation chômage. Près de 6 mamans sur 10 ne reçoivent aucune protection et aucune prestation de maternité. Et plus de 3 personnes âgées sur 10 n'ont pas accès à de pensions de retraite.
Et pour finir ce tableau qui n'est pas tout à fait réjouissant, sachez que 4 personnes sur 10 n'ont pas accès aux services de santé essentiels. Ces chiffres ou ce tableau que j'ai esquissé, qui semble bien sombre, est quand même préoccupant. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est, ou qu'on devrait se poser, est-ce que c'est cela que nous voulons aujourd'hui? Est-ce que nous voulons ce tableau que je viens de brosser, est-ce que c'est cela que nous voulons pour le monde? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour l'homme? L'homme au sens large, avec grand H. Certainement non, aussi bien à mon niveau que tous les participants de cette salle. Et même au-delà de cette salle, la réponse c'est non, ce n'est pas ce tableau que nous voulons, ce n'est pas ce monde que nous voulons. Ceci veut dire que nous avons une obligation morale, mais aussi politique, mais aussi économique, de faire tout pour changer la situation que je viens de décrire à l'instant. Mais pour que cela arrive, il y a une nécessité de changer notre mode de pensée. C'est ce qu'on dit en anglais « mindset ». Nous devons le changer. Et je pense que si j'ai bien compris ce qui m'a été rapporté, c'est ce dont a parlé la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, quand elle s'est adressée à vous aujourd'hui par le truchement d'une vidéo. Donc nous devrons avoir la conviction, nous-mêmes ici dans cette salle et au-delà de cette salle, et je suis certain que dans cette salle, c'est acquis, c'est la conviction que vous avez tous, mais nous devons convaincre les dirigeants de ce monde, nous devons convaincre toutes les parties prenantes que la protection sociale, ce n'est pas un coût. La protection sociale, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, mais que la protection sociale, c'est un investissement. Un investissement d'abord dans l'humain, c'est un investissement dans la paix, notamment la paix sociale, c'est un investissement pour la justice sociale et le développement économique. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde et qui n'est pas propre à une seule région du monde, c'est-à-dire tous les continents, avec tout ce qui se passe dans les rues comme protestation vis-à-vis des mesures sociales, nous savons que ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Alors la question qui se pose, c'est que faire, ou bien à quoi devrait ressembler la protection sociale de demain, puisque celle d'aujourd'hui n'est manifestement pas satisfaisante pour tout le monde. Pour demain, bien entendu, dès qu'on parle de l'avenir, c'est difficile de le prévoir. Mais on peut dire que nous avons un agenda global, un agenda mondial, qui est l'agenda 2030, des objectifs de développement durable. Et dans cet agenda, vous avez, comme l'a dit la modératrice tantôt, nous avons l'objectif de développement durable qu'on dit 1.3, qui engendre toutes les parties à bâtir des systèmes nationaux de protection sociale, y compris des socles de protection sociale, permettant ainsi de couvrir l'ensemble de la population. Donc il est clair que la protection sociale de demain sera universelle et il ne s'agira pas de quelques régimes épars ici et là, mais de systèmes cohérents qui visent à couvrir tout le monde. Et comme vous le savez, cette année, les États membres de l'OIT ont adopté la déclaration du centenaire pour l'avenir du travail. La déclaration de l'OIT du centenaire pour l'avenir du travail. Et cette déclaration donne aussi des orientations sur la protection sociale de demain. Elle donne ces orientations pour demain en ce qu'elle pousse nos mandants à bâtir des systèmes de protection sociale universels, offrant une protection adéquate. L'universalité ne suffit pas, mais il y a besoin qu'elle soit adéquate, cette protection. Ces systèmes doivent être pérennes, donc le souci d'avoir ces systèmes qui puissent résister aux différentes contraintes et ces systèmes qui puissent permettre de tenir sur le long terme et dans le temps, ceci est essentiel. Donc ces systèmes doivent être pérennes. Ces systèmes donc, doivent être assis sur des bases solides et financièrement parlant.
Et ces systèmes, pour qu'elles puissent être pérennes et être sur des bases solides et pérennes, et qu'elles puissent assurer la pérennité de leur financement, ceci passera par le dialogue social. Et vous êtes ici, dans la salle par excellence de dialogue social, puisque étant assis ici, je vois les 3 parties composantes du dialogue social au sein de l'OIT, le gouvernement, le groupe des travailleurs ici à ma droite, et bien entendu le groupe des employeurs. Donc il faudra que ce système puisse s'adapter aux besoins nouveaux et répondre aux risques que le présent et l'avenir peuvent produire. Je dois dire aussi que le monde aujourd'hui est riche d'expériences. Et les expériences que nous avons autour de nous et dans cette salle devraient nous permettre de créer des sources d'inspiration pour l'ensemble des parties prenantes et voir que là où on pensait qu'il était impossible de mettre un système de protection sociale, que cela a été, et que cela puisse servir ailleurs aussi. Et là où un système de protection sociale a fait l'objet d'une réforme, acceptée, et une réforme qui permet de garantir la pérennité, que ceci puisse être aussi source d'inspiration dans nos discussions et ce qu'on fera par la suite à la fin de cette rencontre, pour qu'enfin les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 puissent être atteints. Voilà, Madame la modératrice, les quelques mots que je voulais dire à l'entame de ce débat. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Umaru. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Oumarou. Je crois que vous méritez une salve d'applaudissements, je le pense, sincèrement. Vous avez très bien posé les 2 questions qui nous occupent. Est-ce que c'est le monde que nous voulons? On parle de 55% de la population mondiale qui reste sans protection. Est-ce que c'est le monde que nous voulons? Deuxièmement, à quoi voulons-nous que la protection sociale ressemble demain? Et c'est là qu'il faut reprendre la main. C'est une question de volonté, de collaboration et d'action. Merci d'avoir posé le contexte. Lorsque vous avez commencé, vous avez dit qu'on n'a pas l'impression que les gens qui sont dans la salle soient des centenaires. Si, peut-être qu'il y en a 1 ou 2. Non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Mais entamons la discussion. Et je passe au Mexique. Monsieur Rico Lopez. Il y a un régime universel de pension. Il y a 8,4 millions de bénéficiaires, ce qui n'est pas négligeable. C'est un régime universel de pension qui est l'un des plus importants qui ait été créé. Pourriez-vous nous dire quelle est la situation au Mexique? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsqu'il s'agit de combler les lacunes de protection? Et comment est-ce que le régime change la vie des gens concrètement? Je vous remercie. Je vais répondre en espagnol, si vous le permettez. J'ai écouté très attentivement Monsieur Oumarou, qui nous a parlé de ces 4 principaux éléments. C'était très intéressant. Premièrement, le panorama mondial qui est plutôt décourageant en termes de couverture de protection sociale. Nous avons pris nos fonctions il y a 1 an, ce qui m'amène au deuxième élément, l'investissement dans la paix sociale, dans la justice sociale. C'est un investissement, ce n'est pas un coût. Nous ne parlons pas de coûts, de frais, de dépenses publiques, mais d'investissement. Et c'est là que nous rejoignons Monsieur Oumarou. Troisième élément, nous avons une politique pour le bien-être de la population et nous voulons l'universalisation de tous les régimes de protection sociale. Quatrième élément, des systèmes durables qui résistent à l'épreuve du temps. Cela fait 1 an que nous déployons notre programme de protection sociale au Mexique
Et nous voulons que ce soit inscrit dans la Constitution, en tout cas dans la législation, parce que nous voulons que ces bénéfices de protection sociale restent pérennes pour toute la population. J'en viens à vos questions. En effet, c'est la première fois qu'au Mexique, nous avons un régime de pension universel non contributif. Nous avons un programme social, 8,5 millions de personnes âgées qui sont au bénéfice de ces pensions, de ces retraites. Il y a un an, que s'est-il passé? Lorsque nous avons pris nos fonctions au gouvernement, nous avions un système de sécurité sociale qui faisait que le subventionnement de l'État allait au système des contributions. Donc, il y avait les emplois, emplois du secteur formel, 30% de la population. Maintenant, nous avons 70% de la population qui n'était pas couverte. Maintenant, enfin, c'était 14% pour les pensions. C'était un scénario assez terrible, sachant qu'il y a beaucoup de pauvreté, d'inégalité au Mexique. Nous avons décidé de lancer un programme de pension universelle. Et nous avons 94% de degré de couverture. À la fin de l'année, ce sera 100%. 8,5 millions de personnes âgées. Pour l'année suivante, nous avons approuvé le budget. Nous aurons donc une augmentation de 3% pour contrer le problème de l'inflation, parce que nous ne voulons pas que les personnes perdent leur pouvoir d'achat. Voilà, donc pour les personnes âgées, nous n'avons pas encore les chiffres officiels du Conseil national pour l'évaluation des politiques sociales du pays, mais nous avons les résultats de programmes antérieurs qui ont permis d'améliorer 3 facteurs pour ces personnes. L'alimentation, elles ont davantage de protéines et donc une meilleure santé. Ensuite, le logement s'améliore. Et troisièmement, la santé, évidemment. Ces personnes peuvent s'acheter des médicaments et peuvent se soigner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Rico. Vous l'avez dit, il y a une différence entre coût et investissement. Comme le disait Monsieur Oumarou, si l'on veut que les choses changent, il faut arrêter de parler de coûts, mais d'investissement. D'investissement pour la paix sociale. Ça, c'est très, très important et c'est ce que vous nous dites. Et puis, ce qui a été accompli, vous allez arriver à 100% de couverture. Donc ça, c'est la couverture universelle. Et puis, le retour sur investissement que vous obtenez. Meilleures conditions de logement, d'alimentation, de santé. Et maintenant, je me tourne vers l'Afrique de l'Est. Madame Mbaka, le Kenya veut la protection sociale universelle. Universelle, c'est-à-dire pour tout le monde. Et notamment pour les femmes âgées des zones rurales, de l'économie informelle. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de votre régime, le régime que vous avez mis en place? Et deuxièmement, pourriez-vous nous dire si vous arrivez à atteindre ces personnes âgées des zones rurales, puisque tel était l'objectif? Thank you. Je vous remercie. Les personnes âgées bénéficient d'un programme de transfert d'espèces. Nous avons un nouveau programme, 4e édition, qui veut aider
les personnes. C'est le programme le plus important que nous ayons déployé en termes de ressources. C'est un programme de portée universelle qui vaut pour toutes les provinces du pays. Nous voulons cibler les zones rurales parce que 73% de la population vit en zone rurale. Nous avons 83 000 sur 92 000 personnes qui ont plus de 70 ans. Donc, nous ciblons 88% des personnes de plus de 70 ans. Et donc, 12% simplement ne sont pas couvertes par le programme. C'est un recensement que nous avons réalisé au mois d'août. En dollars des États-Unis, c'est 203 millions et c'est financé sur l'impôt, pas d'appui de la part de donateurs. Comment s'assurer que l'on cible bien les personnes des zones rurales? Nous avons amélioré le cadre institutionnel. Jusqu'en 2016, le programme de transfert d'espèces était dirigé par plusieurs ministères. Il y avait beaucoup de doublons et des coûts administratifs élevés. Mais nous avons consolidé le programme en 2016 de sorte que maintenant nous avons une seule instance de tutelle. On est beaucoup plus efficace. Ensuite, nous avons un manuel opérationnel et les activités du programme ne sont pas déployées de manière aléatoire. Nous sommes beaucoup plus efficaces et nous obtenons les résultats escomptés. Nous avons aussi changé le système des paiements parce qu'auparavant, pour le programme précédent, on passait par la Banque du Kenya, une seule banque. Mais on avait de nombreux problèmes pour des problèmes d'identification, de confiance, de fraude. Donc en 2018, nous avons décidé la réforme du système et nous avons demandé à 4 banques de s'occuper des transferts d'espèces et notamment de ceux qui sont destinés aux personnes âgées. Les 4 banques, nous les avons sélectionnées en fonction de certains critères. Il fallait savoir qui allait confier les fonds. Il fallait avoir suffisamment de souplesse, pouvoir se rendre d'une banque à l'autre si on estime que les services d'une banque ne sont pas satisfaisants. Il y avait aussi la question de savoir si c'était abordable, la question de l'inclusion financière. Il fallait que les bénéficiaires puissent disposer d'un compte comme vous et moi. Et puis que les paiements se fassent en temps et en heure. Parce que parfois, un bénéficiaire pouvait se présenter, mais ne pas recevoir de paiement. Et puis, une identification en 2 étapes, identité nationale et biométrie. Et puis, la question de la proximité, entre autres. Il y avait certaines caractéristiques pour les bénéficiaires qui facilitaient la situation. Savoir qu'il n'y avait pas de frais obligatoires pour les comptes, ce qui facilite le fonctionnement pour les bénéficiaires. Et ils ont aussi le droit à 2 retraits gratuits par cycle. Donc, s'il y a une grosse récolte, qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils peuvent utiliser l'argent économisé pour autre chose. Ils reçoivent une carte de débit. Les bénéficiaires ont aussi la possibilité de passer d'un fournisseur de services à un autre. S'ils pensent qu'une banque ne fonctionne pas bien, après 1 an, ils peuvent changer de banque. Parmi les 4 qui sont sous contrat. Lorsque les personnes plus âgées sont enregistrées, elles ont la possibilité d'identifier un soignant.
Nous avons aussi un mécanisme de plainte et réclamation qui leur permet d'appeler un numéro gratuit de téléphone. Comme ça, s'ils ont des difficultés, elles peuvent être traitées au niveau local ou au niveau national. Nous avons aussi élaboré un système de gestion de l'information pour s'assurer que tout le monde compte et pour nous permettre de savoir qui reçoit l'argent, qui ne le reçoit pas à un moment donné. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Lopez, tout à l'heure, a parlé de systèmes bien conçus et efficaces. Et certains des principes dont vous nous avez parlé vont dans le même sens. Vous avez parlé d'une bonne conception, d'efficacité. Il faut un bon manuel, se concentrer sur des paiements pour qu'ils soient simples et faciles. Et il faut avoir un contrat avec quatre banques. Mais vous avez dit encore autre chose, à savoir que cette méthode se fonde sur l'humain. Vous avez dit que, par exemple, des femmes âgées dans les zones rurales sont au centre de votre conception du système. La flexibilité, l'abordabilité, l'inclusion financière, les paiements à temps, la sécurité, la proximité. Donc, comme l'a dit le DG, les conversations sont peut-être désordonnées, mais les messages seront visibles, quel que soit là où nous sommes dans le pays. Donc revenons à la question des femmes, car c'est important. Et Madame Katarji, j'aimerais justement aborder cette question avec vous. Nous savons que les femmes sont très vulnérables pour ce qui est de la protection sociale. Et donc j'aimerais retourner un peu la question. Comment est-ce que la protection sociale peut être un moyen de faire progresser l'égalité homme-femme? Merci beaucoup, camarade Nozepo. Je représente un syndicat qui représente 1,5 million de femmes dans l'économie informelle. Nous cherchons la protection sociale depuis presque 50 ans maintenant, et je dirais qu'il y a quand même eu quelques progrès. Pour revenir à votre question, dans la plupart des sociétés, et en plus, et particulièrement en Inde, on a beaucoup de patriarcat. Il y a eu des progrès grâce au mouvement des femmes en Inde et aussi au mouvement du travail et des coopératives, des mouvements des syndicats. Mais il y a encore beaucoup à faire. Comment est-ce que la protection sociale peut être un moyen de faire progresser l'égalité entre femmes et hommes? M'avez-vous demandé, camarade Nozepo. Donc je crois que c'est un bon endroit où commencer. Dans toute société, si nous sommes sérieux pour inclure chaque personne, pourquoi ne pas commencer par celles qui sont les plus vulnérables, font l'objet de plus de discrimination? Je veux parler des femmes au travail, notamment dans l'économie informelle, qui représente plus de 95% du travail des femmes dans mon pays. Les femmes dans mon pays, et je pense dans beaucoup d'autres pays, souffrent d'une triple discrimination. Pauvreté, travail informel, patriarcat, et dans des pays comme le mien, il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent de groupes sociaux défavorisés, de castes défavorisées. Donc pour toutes ces raisons, c'est un bon endroit où commencer. Et comme nous fêtons aussi les 150 ans du Mahatma Gandhi, de la naissance du Mahatma Gandhi, j'aimerais nous rappeler à tous ce qu'il a dit. Quand vous doutez, quand vous envisagez une mesure, pensez aux plus pauvres, aux plus exclus et aux plus vulnérables, et vous ne vous tromperez jamais. Donc tout ça, ce sont de bonnes raisons de commencer par les femmes. La deuxième raison, c'est que pour nous, la protection sociale, c'est une question de survie.
Il s'agit de corriger de graves inégalités, des injustices historiques vis-à-vis des femmes du monde, et je parle de l'Inde ici, mais nous devons survivre avec la protection sociale si nous avons des soins de santé, l'accès aux médicaments. Certains des services que ma camarade du Kenya a évoqués, nous n'avons pas besoin d'utiliser nos salaires durement gagnés pour cela. Donc c'est une question de survie. Si nous avons des soins pour les enfants, nous pouvons travailler, nourrir nos familles. C'est pourquoi je dis que c'est une question de survie. Ce n'est pas du tout un luxe. Et je crois que nous sommes tous bien d'accord pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'autonomisation économique et d'égalité des femmes sans une protection sociale de base. Notre expérience, c'est que lorsque les cartes d'identité sont au nom des femmes pour la protection sociale, lorsque les polices d'assurance sont au nom des femmes, eh bien, l'équilibre homme-femme dans la famille et la dynamique du pouvoir changent. Et nous nous approchons d'une égalité homme-femme. Deux autres brèves remarques, enfin une brève remarque encore. La protection, c'est bien pour organiser les femmes. Donc, nous qui organisons des femmes en syndicat et en coopérative, pour nous, la protection sociale est une très bonne façon de rapprocher les femmes, de créer la solidarité, une amitié et de préférence avec leur propre coopérative de sécurité sociale. Comme ça, nous ne dépendons pas du gouvernement qui ne met pas toujours en œuvre ces mesures. Et je crois que cela est autonomisant. Et cela permet d'approcher de l'égalité. C'est un processus long et lent, mais c'est quand même une façon d'avancer. Vous me rappelez ce qu'a dit Saïla Roux ce matin, qui nous a rappelé que, peut-être qu'on se trompe, on dit que le meilleur ami des femmes, ce n'est pas les diamants, mais c'est peut-être le bien-être social ou la protection sociale. Et je suis très ému par ce que vous avez dit. Lorsque vous mettez les politiques au nom des femmes, et lorsque vous, pardon, pour ce qui est des cartes d'assurance, lorsque vous mettez le nom de la femme sur la carte d'assurance, eh bien, c'est comme si vous donniez un pouvoir aux femmes. Et je pense que c'est une information très importante. Il ne s'agit pas de démanteler les sociétés patriarcales de façon délibérée, mais il s'agit de questions pratiques. Et vous avez fait plusieurs remarques importantes à propos des plus vulnérables. Donc, sur cette question des plus vulnérables, j'aimerais en venir à Madame Jiménez. Si on prend la République dominicaine comme exemple, et en particulier à Mossol, qui est une association soutenue par un syndicat qui facilite l'accès à un régime d'assurance sociale publique pour les travailleurs indépendants et pour d'autres catégories de travailleurs vulnérables. Pourriez-vous peut-être d'abord nous donner une explication de comment ça fonctionne, comment Amasol fonctionne et comment des gens qui dans le passé étaient exclus de la protection sociale ont maintenant accès à la protection sociale en raison de l'existence de ce régime. Merci beaucoup. J'aimerais aussi m'ajouter à la liste. Merci de m'avoir invité. Les discussions étaient intéressantes. C'est sûr que tous sont passionnés par ces sujets. D'abord, j'aimerais relever qu'en République dominicaine, comme dans d'autres pays, il existe une loi de sécurité sociale universelle. La grande différence, c'est que c'est uniquement sur le papier, ce n'est pas dans la pratique. Nous avons aujourd'hui plus de 18 ans de ce lancement du système de sécurité sociale, mais il y a plus de 50% de la population qui est exclue. Et ce sont les travailleuses et les travailleurs, car il y a beaucoup de travailleuses dans l'économie informelle. Et donc nous disons que la formalité a un visage de femme. Nous avons plus de difficultés
pour trouver un emploi, donc nous devons survivre. Et la majorité des mères de famille doivent travailler pour soutenir leur famille. À cet égard, notre loi est universelle, mais aujourd'hui, elle ne s'applique qu'à une partie de la population. Les statistiques montrent que plus de 50% de la population qui a l'âge de travailler n'a pas d'emploi formel. Donc ces gens travaillent dans l'économie informelle. Je dis cela pour expliquer pourquoi les syndicats ont pensé que leur contribution devait être significative pour changer la société et arriver à une société plus juste et plus équitable que nous voulons tous. Et c'est ainsi que l'Association mutuelle des services solidaires, une initiative des syndicats du pays, pour soutenir la protection sociale et essayer de chercher un moyen pour insérer les travailleurs et les travailleuses de l'économie informelle pour que ces travailleurs et travailleuses reçoivent les prestations de sécurité sociale. Et donc, que faisons-nous? J'en viens à votre question. Que fait Acemoussol? C'est une mutuelle de services. Donc, Amusol, d'abord, assure la promotion du système. Nous disons des prestations offertes par le système pour les travailleurs et leurs familles. C'est une motivation pour que les gens sachent comment s'affilier à la sécurité sociale. La principale fonction d'Amoussol, c'est d'informer la population du système qui existe et des droits des travailleurs et travailleuses, les droits des travailleurs à la sécurité sociale. Donc, elle informe, elle éduque, il y a des ateliers et autres, et de façon permanente, elle aide ses membres. Elle aide ses membres à adhérer à la sécurité sociale. Et elle tient à jour elle communique au système les faits nouveaux concernant ses affiliés. Donc, nous sommes aussi là pour percevoir l'argent des individus, mais aussi des groupes affiliés, et nous payons cet argent au trésor de la sécurité sociale. Donc, à Moussol, nous pouvons dire que si l'on prend tout cela en compte, ça n'a pas été quelque chose de facile. Ce n'est pas facile pour un syndicat de s'engager dans ce genre de domaine. Mais le temps nous a donné raison. Nous voyons que nous pouvons apporter une contribution à Moussol aujourd'hui à plus de 86 000 travailleurs affiliés à la sécurité sociale par cette mutuelle de services. Et ces travailleurs, avant, n'avaient aucune protection sociale. Et les services publics étaient extrêmement lacunaires. Et maintenant, ils peuvent entrer au bénéfice de la sécurité sociale. Ça concerne également les pensions de retraite, les assurances santé pour la famille et les assurances en cas d'accident de travail. Il faut souligner, même si ces services sont importants, le rôle d'Amoussol, ce n'est pas de rester dans le secteur informel. Nous avons des programmes de transition pour passer au secteur formel. Et ces programmes sont destinés au groupe. Et nous pouvons montrer que un grand nombre de micro-entreprises sont passées maintenant à l'économie formelle. Je suppose qu'il faut aussi
être prudents lorsque nous envisageons des réformes politiques, lorsque nous envisageons des lois pour passer à la protection universelle. Il ne faut pas, comme vous l'avez dit, que ce soit des lettres mortes. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. Il faut parler avec les gens qui seront concernés par cette législation. Car ce n'est que quand nous parlons avec ces personnes que nous comprenons leur réalité, que nous pouvons contribuer à changer leur vie. Mais vous avez aussi parlé de l'idée de l'informalité et de la transition vers le secteur formel et du fait que le secteur, la protection sociale peut jouer un rôle dans ce domaine. Et j'aimerais maintenant me tourner vers vous, Madame Prialet. Nous savons que 60% des travailleurs dans le monde sont dans le secteur informel et la grande majorité de ces personnes connaissent des lacunes considérables, notamment le manque de sécurité sociale. Il y a beaucoup de pays qui ont pris des mesures pour faciliter l'enregistrement des micro et petites entreprises pour œuvrer en faveur de la transition au secteur formel, y compris au Pérou. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment le Pérou a levé les obstacles à la sécurité sociale pour les propriétaires d'entreprises en particulier? Merci beaucoup. Je vais parler espagnol. Merci de cette invitation. En effet, je pense que ici, le but du débat, c'est de vous présenter des expériences brièvement, mais qui peuvent vous être utiles. Ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de la protection sociale. C'est la première fois que j'entends que c'est un investissement et que ça va changer la façon dont nous abordons la protection sociale, notamment dans les pays comme les nôtres où c'est vu comme des frais. Donc, au Pérou, il y a une croissance de l'économie de 4% par an depuis une vingtaine d'années. Malgré cette croissance, nous sommes un pays à revenu moyen et quelques 70% de la population reste dans le secteur informel. Donc, sur 10 personnes qui travaillent, 3 ont une protection sociale et 7 n'ont pas accès à la couverture de protection sociale. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, les petites entreprises, que nous appelons les MPME, représentent 96% de l'emploi au Pérou. Donc, c'est une première réflexion. Et la croissance économique en soi ne garantit pas la croissance des MPME pour leur permettre d'assurer la protection sociale. C'est le premier commentaire. Donc, nous avons une première réflexion qui est la suivante. L'employeur et l'État sont le moteur de la transformation de la protection sociale. Nous sommes en pleine réforme de la protection sociale et il est clair qu'il faut les 3 pieds. La présence de l'État qui doit être durable du point de vue budgétaire. L'employeur joue un rôle fondamental pour les travailleurs dépendants et le travailleur doit être au cœur de cette réforme de la protection sociale. Pour répondre à ta question, effectivement, le travail pour arriver que les petites entreprises passent dans le secteur formel a connu plusieurs étapes. Mais j'aimerais parler de 3 expériences importantes. D'abord, le cadre normatif, comme cela a été dit plus tôt. Le cadre normatif doit être source de propositions, mais doit se transformer au fil du temps. Le cadre qui permet le développement des MPME date de 2003. Il a évolué au fil du temps et a permis d'avoir accès à des financements d'État. Il y a la Banque de la Nation et l'Agrobanque, qui sont 2 banques importantes et qui font des prêts à des personnes à faible revenu et à des personnes qui sont dans les zones rurales. Parallèlement,
l'activité menée signifie que les impôts sont très faibles et donc ces personnes peuvent acheter les outils nécessaires et croître. Cette année, pour la première fois dans l'histoire, le président de la République a annoncé que la couverture santé était considérée comme un droit universel. Et le système intégré de santé est pour tous les travailleurs, qu'ils soient dépendants ou indépendants, et quel que soit leur revenu. Ça, c'est un progrès, parce que finalement, on reconnaît que la santé est un droit universel. Dans le cadre juridique, il y a le deuxième droit, c'est l'accès à la pension de retraite. Donc, la pension donc, a aussi un caractère universel. La route est longue, mais le premier pas, c'est un cadre normatif qui fasse une proposition pour que les entreprises puissent croître, mais ça doit être aussi une source de transformation et d'évolution, conformément à la croissance du marché. Deuxième remarque, elle est liée au financement. Une question que je connais bien parce que nous avons la même chose qu'au Kenya pour l'inclusion financière. Au Pérou, le marché de la microfinance a été ouvert au secteur privé. Donc, il y a les entreprises de microfinance qui sont spécialisées pour les micro-entreprises. Et au Pérou, les micro-entreprises ont accès au crédit à des taux d'intérêt concurrentiels dans tout le pays. Donc nous pouvons dire qu'on a démocratisé le crédit. C'est fondamental, mais ça a été examiné pendant plusieurs années comme référence. Parce que ce qui est très utile, c'est le microcrédit. Et on a vu ça aussi au Mexique, en Égypte, au Proche-Orient, parce que ces institutions de microfinance sont réglementaires, selon les règles de Bâle, les règles en matière de faillite, etc. Dans le cas des institutions de microfinance, leur travail est important parce que les personnes qui donnent les crédits est un conseiller. Ce n'est pas un flux de trésorerie. Celui qui donne le crédit, il va sur le terrain, dans les zones rurales, où il va dans l'entreprise et voit quel est l'état de la trésorerie et accompagne. Et c'est pourquoi le taux de non-remboursement est très bas, 2 ou 3%. Et l'idée est que les micro-entreprises aient accès au crédit. Et troisièmement, très brièvement, c'est lié au besoin qu'a la micro-entreprise d'entrer sur le marché. Elle a du mal à vendre à l'étranger, à exporter, et donc elle doit être liée à des entreprises plus grandes. Donc, dans le cas du Pérou, il existe tout un cadre normatif qui soutient l'innovation et qui permet que les micro-entreprises puissent vendre à l'État. Et la Confédération nationale des entreprises privées a inclus dans son directoire le président de l'Association des micro-entreprises. Donc, cette inclusion sera plus efficace parce que par le travail commun entre les micro-entreprises et les grandes entreprises qui exportent, on arrivera à avoir une chaîne beaucoup plus ouverte sur le marché international. C'est ce que je voulais dire. Mais ce qui est important, ce sont ces discussions. Et il faut bien retenir que la protection sociale est un droit universel. Small and medium-sized enterprises in particular are sharing some very practical examples about how we... Nous avons entendu des exemples très concrets sur comment soutenir les PME pour qu'elles ne soient pas laissées de côté dans le domaine de la protection sociale. Lorsque l'on passe de l'informel au formel, mesdames, messieurs, je veux vous entendre pendant ces conversations. Je sais que mes collègues de ce côté de la salle ont des morceaux de papier avec des questions que vous voulez poser. Donc je vais vous demander
ensemble de m'aider à mettre la pression sur les intervenants ici à la tribune. Donc, je vais poser de nouvelles questions, mais en demandant aux intervenants d'être très brefs. Donc, je vous demande de m'aider à faire pression sur les membres du panel. Alors, Monsieur Oumarou, nous avons entendu des témoignages extrêmement puissants. Pourquoi est-ce que l'action tripartite est si importante pour assurer le droit à la sécurité sociale et pour réduire les lacunes qui existent dans la couverture actuelle? Merci. Merci, Madame la modératrice. S'il y a un mot qui résonne et qui est accepté par tout le monde dans cette salle ou quand c'est le moment du conseil d'administration, c'est bien le mot tripartisme. Le tripartisme, je ne vais pas le définir ici, mais je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais on peut simplement dire que c'est d'abord une configuration des forces sociopolitiques pour atteindre un résultat. Le tripartisme, c'est un mode de gouvernance, mais ce mode de gouvernance qui facilite un dialogue social entre les gouvernements, les représentants des organisations de travailleurs et les représentants des organisations d'employeurs. Mais sur la question de la protection sociale, pourquoi on a besoin d'avoir ce dialogue social tripartite? Parce que l'État est dans son rôle régalien et qui doit assurer le bien-être de tout le monde. Mais les travailleurs et les employeurs ont un mot à dire, et plus particulièrement dans le domaine de la protection sociale. J'y vois deux raisons essentielles. Une, c'est que il appartient aux travailleurs et aux employeurs de voir et de déceler quels sont les risques qui sont prioritaires et qui devraient être couverts. Et la deuxième chose, c'est de voir ces employeurs de travail, c'est de voir quel est le type de protection qu'il faut apporter. Ça, c'est une des premières raisons. Et ceci est important, et ceci, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue social. Le deuxième aspect de ce dialogue en matière de protection sociale, c'est le fait que les travailleurs dans le système, dans les régimes qu'on appelle des régimes contributifs, c'est que employeurs et travailleurs cotisent. Et à ce titre, ont droit au chapitre et devraient savoir en ce moment comment assurer la protection de tous sur la base de ce qui a été fait. Et même dans les régimes qui ne sont pas contributifs, c'est quand même avec les impôts des citoyens, donc quelque part des travailleurs, mais aussi des employeurs, que ces régimes sont financés. Donc ils ont un mot à dire. C'est pour dire que l'importance du dialogue social en matière de protection sociale. Et cette importance n'est pas à démontrer, puisque vous savez que souvent la gestion même des organismes de protection sociale, cette gestion se fait de manière paritaire. Et la deuxième chose, vous savez aussi que en matière de protection sociale, c'est là, dans les institutions et organismes de dialogue de protection sociale, c'est là où vous avez des institutions de dialogue social que vous retrouvez un peu partout, sans parler des pays en particulier. Donc voilà l'importance qu'il y a à parler de cette question de dialogue social. Et sans ce dialogue social, on ne peut pas asseoir un régime de protection sociale qui soit pérenne. J'en ai parlé tout à l'heure dans mon propos introductif. Sans dialogue social, on ne peut pas aussi réformer, puisqu'il y a une évolution dans la situation des différents pays et à un moment donné de l'histoire, la réforme s'impose. Mais cette réforme, pour qu'elle puisse être une réforme réussie, pour que ce soit une réforme acceptée par tout le monde, il faudra que ce soit par le truchement du dialogue social. Thank you very much. Thank you very much. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous insistez sur l'importance du dialogue qui doit se faire de manière tripartite. Mais voilà, l'auditoire souhaite se faire entendre. Écoutons l'auditoire. Mesdames et messieurs, il faut quand même interpeller les intervenants. Nous allons tenir compte de vos questions. Mais Madame Chatterjee, il y a un groupe dont nous n'avons pas parlé, ce sont les enfants. 2 enfants sur 3 n'ont pas de couverture de protection sociale. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi ces prestations
sont importantes, notamment en Inde. Et pourriez-vous nous dire quels sont des exemples réussis d'extension de la protection sociale aux familles qui ont des enfants? Merci beaucoup, camarade Nozebo. Je vais vous parler des soins aux enfants parce que prestations pour l'enfance, ce n'est peut-être pas aussi répandu. Mes premières remarques, puisque nous avons la protection sociale universelle, malheureusement, les prestations pour l'enfant ne sont pas universelles. On ne couvre pas tous les travailleurs qui vont dans les champs, qui vont dans les forêts, qui vont sur le marché du travail tôt le matin et qui reviennent tard le soir. Nous avons un programme pour la garde des enfants en journée, pour le développement de l'enfant. Mais ça ne dure pas toute la journée véritablement et ça ne s'adresse pas aux travailleurs du secteur informel. Donc le système a ses limites. Mais pour ce qui est des soins à l'enfant, il y a le cycle de pauvreté intergénérationnelle, le cycle de l'exclusion qui pose problème. Moi, je parle des 1000 premiers jours, des enfants de 0 à 6 ans et je parle des enfants de parents qui travaillent mais qui sont très, très pauvres. Notre expérience a montré que ce type de prestation holistique, c'est très important, pas simplement pour l'enfant, mais pour tout le monde, parce qu'il y a des problèmes de malnutrition. Il y a des enfants qui souffrent de retard de croissance, sans parler des femmes. Les femmes peuvent à ce moment-là participer davantage à la vie professionnelle. En général, ça augmente de 50% la main-d'œuvre féminine quand on a ce type de prestations. Ensuite, on apporte au foyer des aliments, des médicaments. Mais les micro-études montrent que pour la première fois, 70% des personnes les plus âgées, ou disons 70% des plus âgés dans le foyer retournaient à l'école quand il y avait cette prestation. Nous avons une campagne mondiale, nationale, sur des soins pour l'enfant, mais pour tous et correctement financés. Oui, les soins pour l'enfant, c'est indispensable si nous voulons briser ce cycle intergénérationnel de la pauvreté. Merci. Et vous avez donné les chiffres. Nous avons 70% des aînés ensuite qui vont à l'école. Et ça change la vie. Pour en revenir non pas à la République dominicaine, mais au Mexique, Monsieur Rico, pour ce qui est de l'accès à l'information, comment permettre cet accès à l'information? Si nous avons le régime de protection sociale universelle au Mexique, quid de ceux qui étaient exclus auparavant? Ainsi, ils ont accès à la protection pour la première fois. Et sur la base de cela, donc premier point d'entrée, y a-t-il d'autres bénéfices qui s'en suivent, d'autres prestations pour la santé, pour les soins à l'enfance, prestations chômage, et est-ce qu'on peut espérer ainsi toucher les travailleurs de l'économie informelle? Au Mexique, nous avons ce système de pension universelle. Microphone, s'il vous plaît. La puerta de acceso para... Technical team, can we have assistance on this mic? Voilà, est-ce que l'équipe des techniciens pourrait nous aider? Voilà, merci beaucoup. Je disais donc qu'au Mexique, nous avons les pensions, un système universel non contributif pour les personnes âgées. Mais nous voyons les choses de manière holistique. La pension universelle, c'est un transfert économique. Nous voulons lutter contre les grandes inégalités qui demeurent au Mexique. Nous voulons un bien-être minimum avec ce type de transfert économique vers les personnes âgées. Mais ce n'est pas la solution.
le transfert, c'est un début, ce n'est qu'un début. Et sur la base de l'égalité, de l'équité, nous voulons ensuite aller plus loin. Nous voulons un système complet pour tous les groupes désavantagés ou vulnérables, par exemple les personnes âgées. Voilà, nous avons donc une politique de bien-être et de soins pour les enfants également. Nous non plus, nous n'avons pas de système universel pour les soins à la petite enfance. C'est partiel, ce n'est pas du tout universel, mais nous voulons mettre en place un système national qui diffuse ce droit à prodiguer des soins et à en recevoir. Nous voulons aussi que les femmes qui sont le plus touchées, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants et qui donc ne peuvent pas travailler, ou alors les filles qui s'occupent de personnes âgées ou de leur fratrie. Il y a aussi les personnes handicapées. Donc, nous voulons un système national de prestation de soins et que l'on puisse toucher tous ceux qui en ont besoin. Merci. Alors, sur la base de ce qui a été accompli, je vais prendre une décision. Je prends les questions, je les mets de côté et je vais vous demander de bien vouloir intervenir parce que nous avons pas mal de questions, ce qui veut dire que l'auditoire veut avoir voix au chapitre. Voyons donc les questions qui nous ont été transmises. Madame Chatterjee, une question pour vous, qui vient de Olga, de la Russie. Olga voudrait savoir ce que vous faites pour étendre les garanties sociales à certaines catégories de la population, les freelances, les auto-entrepreneurs ou ceux qui travaillent dans la distance, nouvelle catégorie de travailleurs. Donc, si vous voulez bien garder cette question à l'esprit, je vais lire une autre question. Question de Sarah, de la Belgique. Comment s'assurer que les droits des travailleurs soient respectés pour ceux qui prodiguent des soins et qui donc ne sont pas dûment enregistrés? Madame Brialet, si vous voulez bien répondre à cette question, comment valoriser ce qui est invisible, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'économie des soins, ce qui n'est pas toujours valorisé ou qui ne l'était pas jusqu'à présent? Et pour vous, Madame Mbaka, question de Gabriela de l'Argentine. Gabriela nous demande quelles sont les politiques de transfert d'espèces qui sont liées aux politiques sociales. Donc les questions de l'auditoire sont beaucoup plus difficiles que celles que je vous ai posées ici à la tribune. Ce sont de formidables questions de Gabriela. Les politiques de soins et les politiques de transfert d'espèces sont-elles liées et comment? Ensuite, une question pour Monsieur Rico, je pense. Rico Arima pose la question, qui représente la région du Mekong. La majorité des travailleurs migrants en Asie sont considérés comme étant des travailleurs à titre temporaire. Ils sont souvent exclus, ce qui pose obstacle à la réception de prestations de sécurité sociale. Comment améliorer la protection sociale pour les travailleurs migrants? Et ça, c'est une excellente question que nous n'avons pas abordée jusqu'à présent. Monsieur Amourou, cette fois-ci, c'est pour vous.
question de Jean-Dominique Chokma. Jean-Dominique vient de la Suisse. Et Jean-Dominique nous dit: nous connaissons les normes de l'OIT, mais quid des institutions de Bretton Woods? Comment est-ce qu'elles se positionnent vis-à-vis de ces normes? Et quelles sont les ressources qui sont mises à disposition pour ces normes? Quels sont les outils analytiques à disposition des gouvernements? Oui, il y a l'OIT, mais quid des institutions de Bretton Woods? Question que je vous transmets, puisque vous avez parlé de collaboration et de partenariat avec des organisations internationales ou régionales. Bien, encore une question pour Madame Jiménez. Excellente question, Mesdames et Messieurs. Manuel Martinez de la République dominicaine. Pouvons-nous veiller à ce que la protection sociale soit pour tous, sans pour autant se soucier des apatrides? Quid des apatrides qui n'ont pas de nationalité et qui ne peuvent pas ressortir de tel ou tel système? Voilà. Moi, je pensais avoir les meilleures questions, mais non. Ce sont vos questions qui sont extraordinaires. Alors, Madame Chatterjee, 7 minutes. 7 minutes. Alors là encore, moi, je décide et je dirais que vous avez 12 minutes, ce qui vous donne à chacun 2 minutes pour répondre aux questions posées. Madame Chatterjee, je vous en prie, merci de cette question. Excellente question. Ça a été un gros problème pour nous en Inde. Les questions d'ordre conceptuel pour le législateur, pour les décideurs. On ne voit pas les choses par ce prisme-là, travailleurs du secteur informel ou femmes. On voit plutôt la dialectique employeur, travailleur, Europe, révolution industrielle, etc. Mais ça n'est plus forcément pertinent. Ensuite, nous heurtons à des difficultés au moment de la mise en œuvre. Depuis 2008, comme la République dominicaine, nous avons une loi et des milliers de travailleurs informels se sont retrouvés dans les rues de New Delhi pour aller manifester devant le Parlement. Et comme nous étions déçus parce que finalement on avait un tigre, mais un tigre sans dents. Tout est resté lettre morte, rien n'a été mis en œuvre parce qu'il y avait des problèmes d'ordre opérationnel et ça a été une grande leçon pour nous. Ensuite, l'important c'est le suivi. Lorsque vous avez 1,2 milliard de personnes dans le pays, lorsque vous avez 500 millions de personnes au moins dans le secteur informel, là vous êtes pris de vertige lorsque vous devez mettre en place la protection sociale. Mais il faut quand même assurer le suivi de manière décentralisée. Donc oui, nous avons une législation pour la sécurité et la protection sociale depuis 2008, mais là où ça pêche, c'est au niveau de la mise en œuvre. On a des régimes fragmentés, donc ça n'est pas universel. On a les travailleurs en deçà du seuil de pauvreté, au-delà du seuil de pauvreté, ce qui n'aide pas, zone d'inclusion, zone d'exclusion. Mais ce que l'expérience a montré, c'est que si les coopératives, si les syndicats ne sont pas à la table et s'ils ne participent pas à l'élaboration de ces mesures de protection sociale, eh bien, les politiques, les régimes restent lettre morte. Voilà ce que nous avons appris. Et puis, plutôt que de se précipiter pour rédiger des lois, il faut peut-être tester des idées en voyant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas sur le terrain, et ensuite passer au travail législatif. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, vous êtes devant un tigre qui n'a pas de dents. Bien, merci. C'est ce que nous allons retenir. Si nous voulons des politiques qui fassent la différence, c'est ce qu'il faut faire. Madame Prialet, si vous voulez bien répondre à la question de Sarah sur le travail invisible, comment faire en sorte de protéger ces travailleurs?
Oui, l'emploi invisible, surtout le travail domestique, les personnes qui s'occupent des personnes âgées ou des enfants. Dans la majeure partie des cas, pour 8 cas sur 10, ce sont les femmes qui font ce travail, qui ne se retrouvent plus sur le marché du travail, qui ne sont plus couvertes pour ce qui est de la santé ou de la retraite. En Amérique latine, on a estimé que si on valorisait, si on reconnaissait ce travail-là, ce serait quand même 20%. C'est un groupe humain qui apporte sa contribution. Donc, c'est une question complexe. Comment rendre visible un emploi? Comment faire en sorte qu'il y ait une couverture sociale? Au Pérou, nous avons lancé un projet qui s'appelle Capital Semences. Nous avons des personnes, je ne sais pas, ça peut peut-être vous inspirer. Toute personne a le droit à la naissance d'avoir cette couverture santé, couverture retraite. Et si pendant 30, 40 ans, on fait fructifier ce petit capital, on a une retraite universelle minimale. Et à ce moment-là, la couverture de protection sociale est meilleure. Il faut essayer de changer de réflexion. Il faut des mécanismes, des outils de ce type. C'est un capital qui peut coûter à l'État. Pour nous, c'est 0,15% peut-être du PIB. Mais ensuite, vous avez une pension qui est la même pour tous, quel que soit l'emploi, quels que soient les revenus. Et à ce moment-là, on a ce fameux socle qui est la base même de la protection sociale. Merci. Effectivement, ça c'est innovant. C'est Sarah qui a posé la question. J'espère que vous êtes satisfaite de la réponse. Il y a 2 ans, j'étais dans cette salle et nous parlions de cette économie des soins. Et quelqu'un a dit, moi je n'ai pas de question, mais j'ai un commentaire. Et cette personne a dit, tant que cette économie des soins ne sera pas rémunérée, on n'arrivera à rien. Et 2 ans plus tard, on en est au même point. Le travail est invisible parce qu'il n'est pas rémunéré. C'est aussi simple que cela. Donc, merci. Merci. Madame Mbaka, les politiques des soins, les politiques de transfert d'espèces, quel est le lien entre les deux? Question de Gabriela. Je vous remercie. Je suis désolée, je vais décevoir Gabriela, mais dans notre pays, nous n'avons pas de politique dite relative aux soins. Ceux qui aident autrui se trouvent devant les mêmes difficultés qu'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une question importante. Nous devons trouver le lien entre toutes les politiques, transfert d'espèces, protection sociale, comment lier les unes aux autres. Merci. Alors, le travail est en cours. Excellente question. Monsieur Amouroux, c'est vous qui allez avoir le dernier mot. Alors, je passe directement à Monsieur Rico. Quid des travailleurs migrants qui sont souvent considérés comme étant une main-d'œuvre temporaire? Oui, je vais me permettre de vous parler une fois de plus du cas du Mexique parce que nous avons 3 éléments qui sont très importants si on veut bien appréhender ce travail des migrants. Au Mexique, nous avons de nombreux migrants, que ce soit à la frontière nord ou à la frontière sud. Nous recevons des migrants et nous en avons qui partent de chez nous. Donc nous avons quand même une certaine expérience en la matière. 3 éléments donc qui sont importants. La formalisation du travail. Souvent, les migrants ne voient pas leur statut
régularisés et ne peuvent donc pas être rattachés à un régime. Deuxièmement, la législation en matière d'immigration. On n'a pas toujours de chiffres sur les travailleurs migrants qui sont là à titre temporaire. Maintenant, nous essayons de nous occuper de ce qui se passe à la frontière sud, mais nous nous sommes rendus compte qu'il faut modifier la loi pour mieux caractériser les travailleurs migrants. Donc ça concerne plutôt la frontière sud. Je vais être bref, mais nous voulons nous occuper des travailleurs migrants parce qu'ils sont 25 000 à la frontière sud avec l'Amérique centrale. Ils travaillent de 3 à 6 mois. Le gouvernement mexicain les rémunère. Ils ont accès aux services de santé, comme tous les Mexicains. Pendant ces 3 à 6 mois, on espère qu'ils formalisent leur statut. Et une fois les 6 mois écoulés, ils cherchent un emploi en fonction de leurs compétences pour les personnes qui veulent rester dans le pays. Mais il y a aussi la migration de transit au Mexique vers les États-Unis ou le Canada. Mais ça, c'est tout autre chose et il est très difficile de contrôler effectivement ce qui se passe. Mais pour les personnes qui arrivent et qui veulent simplement trouver un travail ou qui veulent s'installer chez nous ou qui sont là pour des raisons de pauvreté, eh bien, il y a un système qui existe et nous leur offrons la protection sociale. Donc ce sont les 3 principaux éléments: formalisation du travail, parce que sinon il est très difficile de les rattacher à un régime de protection sociale, bon, si ce n'est la pension universelle. Ensuite, la législation, en tout cas pour le Mexique, et la politique migratoire, qui est tout aussi importante. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Rico, vous nous rappelez l'importance du contexte. Il faut tenir compte des conditions de chaque pays. Alors, travailleurs migrants et maintenant les apatrides. Comment traiter cette question et comment traiter ces personnes? Madame. No problem. Bueno, quizá la pregunta me puso nerviosa. Voilà. Alors, vous savez, moi, quand on me pose des questions, je commence à avoir le trac. C'est une question qui, de mon point de vue, est une question qu'il faudrait poser à un gouvernement et non pas à une syndicaliste. Or, moi, je suis syndicaliste. Cela dit, moi, je vais donner la réponse d'un syndicaliste. Le pays a revu son plan national. Nous avons participé à ce travail. Nous avons essayé de motiver des milliers de travailleurs sur la question de la situation que nous avons en Haïti, puisque nous partageons la même île. Nous avons 240 000 personnes, mais nous avons un plan qui n'est toujours pas conclu pour diverses raisons qui ne sont pas de notre ressort. Mais nous voulons appuyer les autres travailleurs, quelles que soient leurs conditions. Nous voulons les soutenir ainsi que leurs familles. Nous avons 3000 travailleurs que nous essayons de faire passer dans le secteur formel. Comme l'a dit le Mexique, on ne peut rien faire si on n'a pas de documents. Donc la première chose à faire, c'est de leur fournir des documents. Enfin, la vie de ces travailleurs peut changer. Je pense aux travailleuses domestiques. Il y en a un grand nombre. Elles migrent, ces camarades d'Haïti, et elles peuvent bénéficier de ce plan, se faire enregistrer
auprès de la sécurité sociale, ce qui change la vie de ces femmes. Ça change la vie de ces travailleuses et de leurs familles. Donc moi, je suis d'accord. La protection sociale, c'est un investissement. Et moi, je puis vous transmettre le témoignage de ces travailleurs qui ont vu leur vie changer. Donc, ça vaut la peine que d'investir dans la protection sociale. C'est un investissement, ça n'est pas une dépense. Merci. Merci beaucoup. Madame, je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Microphone, s'il vous plaît. Oui. C'est l'expérience de nos pays. Si vous donnez une carte d'identité avec la biométrie, ça permet la portabilité, comme on dit, de la protection sociale. Merci, veuillez m'excuser, mais nous n'avons que peu de temps. Effectivement, c'est important ce que vous dites. Monsieur Amouroux, si vous voulez bien nous donner votre remarque finale, mais si vous voulez bien répondre sur la question des institutions de Bretton Woods, et si vous voulez bien nous dire aussi ce qu'il en est de ces 4 milliards de personnes qui sont toujours sans couverture de protection sociale. Comment allons-nous combler ce fossé? Pour conclure notre conversation. Merci. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais dire, je commencerai par la question qui est venue du public, si j'ai bien compris, qui est venue des bancs de représentants de la Suisse. C'est pour dire que l'OIT et les institutions financières internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, nous sommes des partenaires et en discussion. Il arrive de temps en temps que nous ayons des approches différentes dans la manière de traiter les choses et dans la manière de gérer les choses. Ceci arrive et quand cela arrive, nous exprimons notre point de vue entre partenaires et il est arrivé sur des rapports ou des approches de le faire. Deuxièmement, souvent au niveau des pays, alors que les institutions de Bretton Woods incitent à aller dans une direction donnée, nous recevons de nos mandants dans ces pays-là des demandes pour nous dire qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition comme argument, mais aussi comme données pour que nous puissions bien mener les discussions que nous avons sur la protection sociale, sur la réforme des pensions, par exemple, avec les institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods, je voulais dire. C'est sûr, ça arrive. Donc, entre partenaires, nous le faisons. Le fait que nous ayons quelquefois des approches et des lectures différentes, des approches concernant la gestion des dossiers et des problèmes, que nous ayons aussi des lectures différentes de ce qui devrait être fait, ceci ne fait pas de nous moins des partenaires. Et entre partenaires, nous gérons cette différence et nous avançons, surtout qu'il y a une importance fondamentale à assurer une cohérence au niveau du système multilatéral que nous appelons de nos voeux. C'est pour ça que nous avons ces entretiens réguliers dans le cadre de différents forats. Ça, c'est ce que je vais dire et je pense que je ne peux pas dire plus que ça sur cette question-là, mais on est en partenariat. Maintenant, concernant la question que vous avez posée, peut-être avant cette question, mais en lien avec ma réponse de tantôt, c'est de rappeler ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, c'est-à-dire l'importance pour nous, en tant qu'organisation, du dialogue social. Aujourd'hui, si vous regardez un peu les informations de ce qui se passe dans le monde et dans certains pays précisément, quelquefois la situation qui est vécue est une situation liée à une réforme d'une partie ou d'un aspect de la protection sociale qui conduit qu'aujourd'hui nous avons pratiquement des situations insurrectionnelles dans certains pays. Donc j'insiste sur le fait que pour la protection sociale et tout ce qui concerne les questions sociales, il est important d'avoir un dialogue social. C'est le dialogue social qui fait que quand on arrive à un consensus, et bien que ce consensus est respecté et on peut mettre en œuvre les politiques et les stratégies qu'on voudrait mettre et les réformes qu'on envisage de mettre en place. C'est le dialogue social qui permettra d'avoir, disons, le génie nécessaire pour pouvoir identifier les meilleures approches et les meilleures stratégies pour pouvoir assurer la protection sociale pour tous. Maintenant, comment faire ou comment arriver à
à ce gap, si je peux m'exprimer ainsi, à ce déficit de protection sociale qu'on observe au niveau mondial, ça revient à dire, et tout le monde le connaît dans cette salle, c'est que, il faut une volonté politique. Une volonté politique claire et nette. Parce que la volonté politique, comme quelqu'un le dit, permet de déplacer les montagnes. La deuxième chose, au-delà de la volonté politique, il est important à ce qu'on puisse s'assurer du financement. Quel financement on devrait avoir pour un financement périn pour assurer la protection sociale et pour financer la protection sociale. Et peut-être j'aurais dû commencer par ça, c'est qu'aujourd'hui, il faudra, si vous voulez, combler le déficit de la couverture de protection sociale. Et ceci doit se faire à travers le socle de protection sociale. Et vous le savez tous ici, que l'OIT est la seule peut-être organisation du système des Nations Unies qui a un instrument concernant le socle de protection sociale. Donc ces différents éléments permettent de donner du champ dans l'effort de tous pour que on puisse faire en sorte que la protection sociale soit tendanciellement une protection sociale universelle. Ce sont les éléments que je voudrais dire ici, mais je rappelle toujours ici l'importance du dialogue social qui est et deuxièmement la volonté politique et une volonté politique forte. Avec ça, comme je me répète, on peut déplacer les montagnes. Thank you very much. And so, ladies. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je crois que cela a été dit. Maintenant, si nous voulons avancer, cela commence par le dialogue social et par des investissements croissants. Demain matin, la première séance porte sur renforcer les investissements pour assurer la protection sociale dans le monde entier. Donc, j'ai toutes les questions en tête, toutes les questions que vous avez posées. Nous ne pouvons pas les aborder maintenant, mais ce sont des données essentielles que l'équipe va examiner pour élaborer le document de conclusion, car ceci reflètera les conversations que nous devons avoir et les questions qui n'ont toujours pas fait l'objet de réponses, malgré toutes les questions et les discussions que nous avons eues. Donc je vais transmettre ça à l'équipe. J'aimerais maintenant que nous applaudissions nos panélistes. Merci beaucoup de cette contribution. Nous avons un peu dépassé l'horaire. Donc je vais vous demander de sortir, prendre un café et de revenir dans la salle. Nous allons reprendre à 15h45 dans quelques 12 minutes. Je vous retrouve à 15h45 pour le panel suivant, qui est le dernier panel de la journée.